Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer le nouveau lore des villes du fil obscur, alias les Gloomspite. On analysera aussi ensuite leur chronique de la ruine sur Warhammer Community. Parmi ces nouveautés, on a pas mal d'infos sur les Gitmobs, les villes bandes, la partie des grottes chevaucheurs de loups qui a été ajoutée. Déjà, on a plus d'infos sur leur mode de vie. Comparé aux autres clans adorateurs de la mauvaise lune, les villes bandes passent plus de temps à la surface. Cela dit, ils vivent toujours la plupart du temps dans des tunnels, mais ils préfèrent désormais les systèmes de grottes plus proches de la surface. C'est dans ces grottes qu'ils emmagasinent toutes sortes de morceaux de métal qu'ils obtiennent lors de leurs différents raids. Ils sélectionnent ces morceaux par rapport à leur brillance et à leur capacité à refléter la lumière. Ce qui fait que la grande partie de ce butin n'a pas nécessairement une grande valeur, mais il leur arrive aussi de trouver des objets rares ou des artefacts sans vraiment savoir leur vraie valeur. Ils sont abandonnés sur les piles de leur butin sans la moindre considération, ce qui fait que leurs repères sont parfois des trésors cachés. Beaucoup de ces trésors sont d'ailleurs souvent des objets luminescents, car les villes bandes adorent les combattre et voler ce qu'ils appellent leur métal soleil. Les villes bandes peuvent infuser n'importe quel morceau de métal avec la capacité d'absorber la lumière de Ish, mais cela semble être d'autant plus facile avec les métaux luminettes. Par contre, à l'inverse, ils détesteraient affronter les éternels de l'orage, car leur armure, leur métal, disparaît avec eux à leur mort, les privant ainsi de leur précieux butin, ce qu'ils trouvent être une triche monumentale. On a aussi des infos sur la hiérarchie des villes bandes. Apparemment, le statut social chez eux ne se mesure pas aux victoires, mais au lieu de cela se base sur les chariots roule-guerre. Celui qui a le plus gros et impressionnant chariot est au-dessus des autres. Certains gangs n'hésitent pas d'ailleurs à déserter leur boss pour rejoindre un autre chef, car son char est plus cool. Ça se comprend en même temps. Dans la Fury Road, le style et le drip sont importants. Ensuite, on a eu plus d'informations sur Drogs, le Niaque Soleil, l'un des plus grands boss des villes bandes. On a eu la confirmation que lui et sa bande se trouvent dans le massif de Kuprik, une chaîne de montagnes située en Golvari, une région du vaste Arid d'Akshi, le royaume du feu. À la base, Drogs et les Sun Champa sont originaires de Ish, le royaume de la lumière. Mais ils ont pu arriver dans cette région grâce à un portail nommé le raccourci de Zonkil. Cette porte au royaume connecte directement les montagnes de Golvari à Imetrika, l'un des 10 paradis de Ish. Le repère de Drogs se trouve justement aux deux extrémités de cette porte, d'une manière un peu similaire à la cité jumelle à Merol. Du côté du repère à Ish, ils auraient accumulé tellement d'objets volés que la taille de ces tas égalerait celle des montagnes environnantes. Cette immense décharge a permis aux grottes d'avoir suffisamment d'ombre pour y vivre plus ou moins à l'aise. Mais même là, ce serait un peu trop lumineux pour eux, et en même temps c'est normal, on est dans le royaume de la lumière. Leur décharge semble d'ailleurs aussi émettre une sorte de magie polluante, ce qui aurait d'ailleurs aussi suscité une réaction de la part des montagnes environnantes qui ont commencé à s'en éloigner, posant de sérieux problèmes aux mages luminettes Alarites qui veillent à l'équilibre des montagnes. Ces derniers temps, Drogs et sa bande sont bien moins présents du côté de Ish, puisqu'ils en ont un peu assez de la lumière. On en apprend aussi un peu plus sur les relations entre les villes bandes et les lunes clans. Sans grande surprise, ces clans ne s'entendent pas vraiment bien et se battent rarement de bon cœur ensemble. Les rares fois où on les voit ensemble, c'est lorsque la mauvaise lune va apparaître, et on les retrouve alors au même moment sur le champ de bataille. Mais c'est plus parce que leur chemin respectif les a menés au même endroit, et rarement parce qu'ils se sont organisés. Maintenant, pour des informations autres que celles des villes bandes, on a aussi appris quelque chose d'intéressant sur les Trogoths. De par leur mode de vie, ils dorment très longtemps dans les profondeurs de la terre, et par conséquent, leur peau se recouvre des différents minéraux environnants. Il arrive que certains Trogos dorment près de dépôts de pierres de royaume et finissent par absorber leurs propriétés. Il y a donc naturellement certains Trogoths qui peuvent se fondre dans l'ombre ou contrôler des racines et des lianes pour piéger leur proie. Ensuite, on a de nouvelles informations à propos de Skragroth, le roi Louf. Précédemment, pendant les croisades Éophore, il y avait eu un incident dans son asile fongique, un endroit où il a réuni toutes sortes de voyants et d'astromanciens qu'il avait capturés, et qui lui permet de prévoir les différentes apparitions de la mauvaise lune. Mais cette assemblée de devins lui a aussi permis d'entrevoir l'arrivée de la Malruine des Skaven. Cela dit, cela a provoqué chez certains de ses occupants de spontanément se consumer dans une explosion de malflammes.
ce qui a d'ailleurs failli tuer Skragrott au passage. Suite à cet affront personnel, le roi loup s'est juré de se venger des Skaven, et il est donc ensuite parti en guerre contre eux. Jusqu'ici, on ne savait pas trop ce qu'il en était, mais maintenant on sait que les choses ne se sont pas du tout bien passées pour lui. Skragrott se retrouve maintenant réfugié à sa forteresse, le Mont Ferraille, dans une situation très critique, car les tunnels sous la ville sont totalement envahis par les Skaven. Lui et son armée de grottes se retrouvent incapables de reprendre le contrôle, et ont commencé à se retrancher en surface, abandonnant leurs anciennes galeries aux hommes rats. Personnellement, je trouverais particulièrement amusant que Skragrott continue encore à monter plus haut en se construisant une flotte d'engins volants comme l'ont fait d'autres grottes qui avaient conquis un stratopore Caradron. Maintenant, on va parler de la chronique de la ruine qu'on peut trouver sur Warhammer Community. Comme d'habitude, je vais d'abord apporter un peu de contexte, puis la lire, et ensuite j'apporterai des commentaires et des précisions sur le lore. La chronique a pour titre « Sous la lumière de la mauvaise lune ». Et elle part d'une troupe de grottes issues de différentes cultures des adorateurs de la mauvaise lune qui vont ensemble assiéger une cité de Sigmar. J'ai rien vu d'autre que des nuages depuis des jours, grommela le groin boss Grika, en tranchant des lianes dorées avec une épée rouillée. Ce seigneur de guerre à l'oreille unique était généralement considéré comme plus irritable que les loups affamés que ces guerriers villes-bandes montés au combat. Aujourd'hui, il était d'une humeur particulièrement exécrable. Les chefs gobelins s'étaient réunis sous le couvert de la forêt, observant à travers des feuilles moisies la position fortifiée de murs de sable. La ville forteresse qu'ils étaient venus brûler, piétiner et briser, mais qui s'accrochait obstinément à la vie malgré leurs meilleurs efforts. Cela faisait des mois, et bien que les guerriers de Grika aient remporté plusieurs victoires sanglantes, la situation avait changé. Réalisant qu'ils étaient largement dépassés en nombre, les humains s'étaient retranchés derrière leurs murs, protégés par une redoutable artillerie. Pourtant, tout ce qui se trouvait dans un rayon de plusieurs lieues autour de murs de sable appartenait désormais aux gobelins. Alors ça va se passer quand, tête de champi, poursuivit Grika, lançant un regard mauvais à Krungol. Le chaman fongoïde rendit son regard avec calme, en grattant le grand champignon qui poussait sur son crâne. Le roi Louf a dit que la mauvaise lune arrive, répondit Krungol, et je l'ai vue dans mes rêves depuis des jours. En plus, quand elle sera là, on sera prêt. On va pas passer ces gros murs facilement, dit Elouf Boss Boak, se posant avec arrogance sur une corniche rocheuse pour s'assurer d'être un pied plus grand que les autres. Ils ont des bâtons qui font boum, des lanceurs de rochers et plein d'autres trucs. Krungol sourit et son crâne fongique pulsa sinistrement, expulsant un nuage de spores poussiéreux dans l'air. Même Boak grimaça à cette vision. T'inquiète pas pour ça, ricana le chaman fongoïde. Le vieux Krungy a un plan, suivez-moi. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, leurs pieds s'enfonçant dans l'humus moisi. Des gobelins en haillons noirs bondissaient hors du chemin de Krungol, trop conscients de ce qui arrivait à ceux qui s'attiraient les foudres du chaman fongoïde. Les guerriers des villes-bandes, eux, étaient moins impressionnés. Les cavaliers et leurs loups grognes-crocs traînaient en meute, maussades d'avoir été obligés de rester cachés et de ne pas sentir le soleil sur leur dos depuis des jours. Certains s'amusaient en donnant des snotlings hurlants à leur monture affamée. Finalement, le groupe arriva à la tanière tordue de Krungol. Elle était gardée par sa suite personnelle de troueurs et un trogoth, qui s'appelait Snotshop. Il se grattait le postérieur rocheux avec une branche cassée de bois de fer. Les grottes de garde visiblement ennuyés surveillaient un groupe de prisonniers humains malades. Certains les piquaient avec leurs dagues, ricanant aux cris étouffés que leur mauvais traitement provoquait. « Je vous ai dit de pas les toucher !» hurla Krungol. Il attrapa le garde-gobelin le plus proche et lui cracha une bouffée pleine de spores au visage. La malheureuse créature s'effondra, convulsant et vomissant. Krungol lui donna un coup de pied pour faire bonne mesure. Les autres cessèrent immédiatement leur jeu, au grand amusement du loup boss Boak. « C'est quoi ton plan ?» grogna le grogne boss Grika, méfiant. L'idée de ne pas tourmenter ses captifs était tout simplement incompréhensible pour lui. Le chaman fongoïde ne répondit pas. Il frappa simplement 3 fois le sol avec son bâton. Les autres gobelins murmurèrent et serrèrent leurs lames dentelées alors que la forêt s'agitait autour d'eux. Un bruit de claquements sinistres, comme des piliers de bâtons frottés ensemble, se fit entendre. Dans l'ombre, une forme immense et à multiples pattes bougea. Une gigantesque arachnarok émergea du feuillage, avec une plateforme branlante perchée sur son thorax crénelé. Elle s'accroupit devant eux, ses yeux passant d'un gobelin à l'autre. Des figures étaient perchées sur son dos, des gobelins aux tatouages rouges et aux yeux luisants, assis sous un grand autel de soie tissée. Leur chef portait une coiffe à plumes et un étrange manteau, d'où surgissaient plusieurs pattes d'araignée refermées autour de son corps maigre. Les humains luttèrent en vain à cette vision monstrueuse,
tandis que les gobelins éclatèrent de rire malgré leur malaise. L'araignée titanesque les dominait, ses mandibules dégoulinantes de venin. « Hé !» cria le chaman fongoïde en brandissant son bâton. « Cela sent pas pour toi, jambe gourmande !» Les yeux à facettes fixèrent Krungol, et la Ragnarok leva une patte effilée. Un seul coup de ce membre aurait pu empaler le chaman de la tête jusqu'au ventre, comme un champignon pourri. Krungol faillit fuir sur le champ, mais il aperçut le grand boss Grika en train de murmurer à un de ses cavaliers, probablement en train de parier sur la mort imminente du chaman. Mais la mauvaise lune emplit alors l'esprit de Krungol de vision du grand ver, et sa peur s'évapora dans un délire intoxiquant. Il fixa le chef gobelin sur l'araignée qui lui rendit un regard perçant. « Chaman tisseur Warzik, dit Krungol, t'es sûr de vouloir des ennuis? Le roi Lof lui-même m'a envoyé ici. Et si tu me tues, tu finiras comme l'un de ces totems champignons hurlants. » Invoquer le nom de Skragroth était risqué, car Krungol ne l'avait jamais rencontré et encore moins reçu d'ordre de lui. Mais à la seule mention du nom, même le brutal chaman tisseur tressaillit. L'araignée titanesque baissa ses pattes et s'accroupit. Warzik hocha la tête en direction des captifs. « Ceux-là sont à nous, » siffla le chaman d'une voix aiguë. « Tu nous avais promis de la viande pour la déesse araignée. C'est pour ça qu'on est là, non? Ceux-là ne sont pas là pour être mangés, » dit Krungol. « On en a une autre utilité. » La Ragnarok se redressa dangereusement. Krungol l'ignora et se mit à tourner autour des prisonniers. Il s'arrêta devant un vieil humain aux cheveux gris et portant un cache-œil. Son bon œil lança un regard de défi au chaman fungoïde. Krungol sourit en se penchant et tapota du doigt le crâne de l'homme. « Alors c'est quoi ton plan ?» s'impatienta le loup Bosboak. « Comment on va briser ces murs ?»« Simple, » dit Krungol. « On va leur rendre leurs copains humains. » Plus tard, un mur de sable. « Ouvrez les portes !» Le cri monta le long de la grande palissade. Avec un profond grincement de mécanisme, la herse du fort commença à se lever. Le sergent Lucan et ses hommes s'avancèrent prudemment dans la vaste cuvette de prairie qui s'étendait devant mur de sable. Nerveux malgré les canons et les batteries de roquettes, braqués sur le terrain découvert entre la palissade et l'orée de la forêt. « Doucement les gars !» marmonna Lucan. « Tout ce qui bouge ici se fera abattre par nos tireurs avant que vous ayez le temps de cligner des yeux. » Des mots rassurants, mais ces rangées de feuillage humide et moisi étaient encore bien trop proches à leur goût. Normalement, ils auraient envoyé des bûcherons ou des alchimistes armés de pots de feu pour tenir à distance la flore implacable de Giran, mais depuis l'apparition des créatures verdâtres, ce genre de tâche était devenu une sentence de mort. Sigmar seul savait ce qui se cachait là-dedans. Des grottes bien sûr, mais aussi une ménagerie infinie de monstres hurlants. Tous attendant qu'un malheureux imbécile s'aventure à la portée de leurs griffes. Lucan détestait cet endroit maudit. Il aurait voulu être dans une taverne mal éclairée de la muraille de Grise, noyant son chagrin dans de la bière bon marché. « Faisons ça rapidement », dit-il en essayant de garder un ton léger. Ils se précipitèrent vers les silhouettes vacillantes qui émergeaient de la lisière des arbres. Manifestement des hommes et des femmes, pas de petites créatures fourrées de champignons. La vue surprit les membres de la Guilde libre, car Mur de Sable repoussait les attaques des grottes depuis des mois, et ils n'avaient jamais vu un seul de leurs prisonniers survivre à l'expérience. À mesure qu'ils se rapprochaient des malheureux, Lucan grimaça. Les hommes étaient encore vêtus de métal et de cuir de la guilde, bien que l'armure portait mal sur leur forme maigre et mal nourrie. Diverses égratignures et abrasions suggéraient qu'ils avaient été battus, mais aussi piqués et tailladés avec des dagues. Leurs yeux creux semblaient fixer Lucan et ses soldats sans vraiment les voir. « Doucement », dit le sergent en posant une main sur l'épaule du plus proche. « Vous êtes entre de bonnes mains. On va vous donner un peu d'aquaguaranis et un bon repas, et vous serez comme neuf. » Le captif le fixa de ses yeux égarés et injectés de sang. Si Lucan ne savait pas mieux, il aurait dit que l'homme avait bu. En effet, son haleine sentait le moisi et un parfum chimique aigre. Mais cela ne ressemblait à aucun alcool que Lucan ait jamais goûté. Les autres étaient dans le même état. Peut-être avait-il tout simplement perdu la tête après trop de temps dans les griffes de l'ennemi. Ce n'était pas rare. Les grottes étaient de petits démons sadiques. Ne faites pas ça, dit l'homme, puis fronça les sourcils, comme s'il ne savait pas bien comment formuler les bons mots. Vous ne devriez pas. Laissez-nous juste. Il s'arrêta et se saisit de son ventre en grognant. Et nous ne le ferons pas, dit Lucan. Puis à ses hommes, vite, ramenez-les à la porte et portez-les si vous le devez. Attrapant le pauvre homme par l'épaule, Lucan le guida vers le sanctuaire. Il jetait fréquemment des coups d'œil vers la forêt. Sa peau frissonnait, ce sentiment étrange qu'on a quand on sait qu'on est observé. Pourtant, aucune flèche ne sortit des arbres, et aucun cri de guerre ne perça l'air. En quelques dizaines de pas, ils étaient de retour sous la canopée de fer de la porte, et Lucan put respirer à nouveau. « Préparez les chirurgiens » cria-t-il. « Nous avons des hommes blessés ici. »
Ils passèrent dans la cour intérieure, où plusieurs escouades de fusiliers, l'air épuisé, huilaient leurs armes en préparation de leur tour de garde sur les murs. À droite et à gauche, des escaliers en colimaçon menaient au parapet et au canon montaient sur les murs dans des casemates couvertes. En face se trouvait le fort, une petite ville frontalière poussiéreuse, entièrement construite autour de la source d'eau de Giran, en son centre. Mur de Sable était un endroit plutôt convenable, comparé à certaines fosses où Lucan avait servi. Pourtant, une autre saison a traîné ici aux frontières, où il pleuvait pendant les 2 tiers de la journée, et où les mouches vous dévoraient le reste du temps, semblait une éternité. « Mon capitaine !» s'écria la voix inquiète de Childern. Elle s'éloignait lentement de l'un des hommes sauvés, les yeux écarquillés de terreur. Lucan sentit son cœur rater un battement en voyant ce qui l'avait perturbé. L'homme était en train de convulser, crachant de grosses glaires que Lucan pensa d'abord être de la mousse. Mais en y regardant de plus près, il vit qu'il s'agissait de filaments enchevêtrés d'une substance vaporeuse, tachée de noir et de rouge. Il s'agenouilla et toucha l'un d'eux avec son épée, et enleva un brin sur la pointe de sa lame. Cela semblait flotter dans la brise. « C'est comme une toile », dit Childern, « comme un étras de poussière ou un... » Ces mots furent interrompus lorsque l'homme, en convulsion, se mit à hurler et à se déchirer le ventre, tout en se roulant dans la poussière. Un par un, les autres prisonniers tombèrent, ajoutant leurs hurlements de douleur au cœur. Plusieurs commencèrent à vomir la même substance filiforme, et le sergent Lucan ressentit une étrange sensation de terreur imminente. « Faites-les sortir !» cria-t-il, même si les chirurgiens accouraient. « Ouvrez les portes à nouveau, nous devons évacuer ces gens de la ville tout de suite !» L'intensité de ses paroles fut telle que les gardes du mur se précipitèrent pour obéir, bien qu'il n'y eût pas le grade nécessaire pour donner de tels ordres. Quelqu'un commença à manœuvrer la herse. Les Homfer Carso et Bruggan coururent vers le plus proche des malheureux, les saisissant sous le bras et les traînant pour les redresser. L'un d'entre eux leur vomissa dessus, ou du moins, c'est ce que Lucan pensait au début. Mais ensuite, il entendit les 2 soldats crier et vit de petites formes noires et jaunes grimper sur leur peau, piquant et transperçant avec des membres antérieurs qui étaient semblables à des aiguilles. Les 2 tombèrent, les visages déjà enflés de manière grotesque, ressemblant à des cadavres sortis de la mer. Le captif défiguré tomba sur eux. Alors qu'il le faisait, son ventre éclata et un flot d'araignées en jaillit. Les membres de la guilde libre hurlèrent et reculèrent de terreur, alors que les araignées grimpaient sur les murs en direction des casemates. Un dégoût primal et une terreur irrationnelle submergèrent hommes et femmes qui, auparavant, auraient affronté une ligne de feu ou un Trogoth en furie sans broncher. Ils tirèrent des coups précipités sur les araignées et plus d'un soldat fut abattu par un fusil déchargé de manière imprudente. Peut-être que cette première nuée de terreur aurait pu être contenue, mais ensuite, les autres prisonniers sauvés subirent le même sort que leurs compagnons. Les corps éclatèrent, déversant des formes chitineuses, et soudain les sols et les murs furent recouverts de mouvements hideux. Puis tout à coup des formes se frayèrent un chemin à travers la porte à moitié ouverte. Des araignées aussi grandes que des chiens et des loups grognants portant des cavaliers grottes. L'éclat de leurs armures était trop vif à regarder. Ces nouveaux arrivants se jetèrent sur la masse désorganisée des guildes libres, avec enthousiasme, en frappant et tranchant. Les loups déchiquetaient et mutilaient les morts, éclaboussant leur gueule de sang. Lucan comprit que le mur de sable était perdu. Il tenta de fuir, mais quelque chose s'agrippa à son talon. Et lorsqu'il baissa les yeux, il vit Bruggan, qui tentait de lui crier quelque chose, mais son visage n'était plus humain. Il trébucha et tomba, frappant sa tête sur le sol rocheux. Les images tournoyaient devant ses yeux. Le ciel au-dessus commença à changer, prenant une teinte jaune-grise de lait avarié. Au début, il pensa que sa vision s'obscurcissait à cause de sa blessure à la tête. Mais non, c'était réel. Une face démente et souriante semblait fixée sur lui. Malgré son horreur, il ne pouvait détourner les yeux, même alors qu'il sentait des centaines de membres, aussi fins que des aiguilles, se glisser sur sa peau et gratter sa gorge. Il entendit un grand hurlement de loup. Certains semblaient lointains, d'autres effroyablement proches. Quelque chose de lourd marcha sur sa poitrine. Il leva les yeux pour voir le visage tordu d'un grotte qui souriait en montrant des rangées de fines dents jaunes. Le crâne du monstre se terminait à son cuir chevelu, qui se transformait en une masse gonflée de matière fongique. « Où tu croyais t'enfuir » ricana-t-il en brandissant une fossile tachée de sang devant lui. « La fête commence à peine, humain !» Puis la couronne de champignons de la créature se convulsa et remplit l'air de spores flottantes. Lucan hurla alors que son esprit se dissolvait dans un flot de feu vert. Bon, la chronique n'est clairement pas pour les arachnophobes. Cela dit, c'est en un sens une bonne nouvelle.
Beaucoup pensaient que les crocs d'araigne allaient être retirés des villes du ciel obscur, mais ils sont toujours là et ils sont aussi mis en avant dans le lore. C'était aussi intéressant de voir les différentes cultures des villes du ciel obscur interagir entre eux. Il y a des Lune clans dirigés par le chaman Fangoïde, des Villebandes dirigées par un grogne boss, et les crocs d'araigne dirigés par un chaman tisseur. Chacun vénère la mauvaise lune à sa façon. Mais malgré leurs différends théologiques, on va dire, c'est tout de même quelque chose qui arrive à les unifier. Et ce, malgré leurs différences. On voit que les Villebandes sont un peu plus agressives, là où les autres sont un peu plus fourbes et subtiles. On l'a vu entre autres tout particulièrement avec leur tactique de remplir leurs prisonniers d'œufs d'araignée. Alors c'était très efficace et fidèle à eux-mêmes, mais je me demande vraiment comment est-ce qu'ils les ont mis dedans justement. C'est peut-être une des choses dont on ne veut pas vraiment la réponse. Sinon, le nom de Skragrott, le roi Louf, est d'ailleurs aussi mentionné. Et d'ailleurs, je trouve assez amusant que des boss et des chamans utilisent son nom pour bullshiter un peu tout le monde. Du côté de Mur de Sable, ça nous donne un regard intéressant sur ce qu'est une ville frontalière des cités de Sigmar. Elles sont très loin d'être sûres et la vie y est bien rude. Ça nous rappelle vraiment que l'âge de Sigmar est techniquement une période post-apocalyptique, après l'âge du chaos. Ici, la raison de l'existence de cette colonie était l'Aqua Guaranis, une eau qui a une très grande valeur car elle contient de la pierre d'un royaume dilué du royaume de la vie. Et par conséquent, elle a des propriétés curatives et revitalisantes prodigieuses. Avec, on peut soigner quasiment tous les maux ou encore booster extrêmement rapidement la croissance de plantations. Et tout cela a fait de cette eau une des monnaies les plus importantes des cités de Sigmar. Comparativement, elle a une plus grande valeur que des métaux rares ou des pierres précieuses, surtout dans les royaumes où la végétation a du mal à se développer, comme Akshi, le royaume du feu, ou Sheish, le royaume de la mort. Avoir accès à cette eau est sans doute ce qui a pu permettre à cette colonie de tenir aussi longtemps. Mais au final, les royaumes mortels sont bien cruels. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous aimeriez ne pas louper les prochaines, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Merci aussi infiniment aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez la soutenir, considérez à la rejoindre. Merci pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.